fait et proche collaborateur du gouverneur, les hauts responsables de forces de défense et de sécurité. Après Bamenda hier, je suis aujourd'hui à Bafoussam, sur très hautes instructions de son Excellence, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef d'État, chef des armées. Cette mission vise à évaluer la situation sécuritaire, politique et sociale de la région. L'attention du chef d'État a été appelée sur un certain nombre d'attaques. Donc, cette région a été victime. Nous avons fait beaucoup d'évaluations. Et à la faveur d'un long entretien que j'ai eu avec le gouverneur de la région, il apparaît clairement que la situation sécuritaire dans la région de l'Ouest est sous contrôle. Les autorités administratives ont fait leur travail, les forces de défense et de sécurité font leur travail, les autorités judiciaires font également leur travail dans la traque des bandits de chemin. Donc le souci et le sport favorise reste la perturbation des populations. Néanmoins, nous avons constaté à travers les rapports régulièrement envoyés par le gouverneur et les forces de défense et de sécurité qu'il reste les défis sécuritaires. Nous avons quelques défis sécuritaires à relever. Nous avons constaté que la crise politique ou sécuritaire dans la région du Nord-Ouest impacte sérieusement sur la situation sécuritaire également dans la région de l'Ouest. Et il y a 3 départements qui sont concernés. Le Bambotos, le Noun et la Ménois. La Ménois continue jusqu'au département de Lébialem. La région de Noun partage une frontière avec 2 départements de la région du Nord-Ouest, à savoir l'Oboui et le Ngokotundi. Le département de Bambotos est étroitement lié au département de la Maison. Dès lors, on constate que quand il y a des perturbations dans ces départements du Nord-Ouest, on peut ressentir leurs conséquences dans les 3 départements de l'Ouest. Donc il est question de partir autour de nos stratégies, élaborer un plan d'action et proposer des solutions au chef de l'État qui en retour nous donne des orientations et des hautes directives. Nous sommes à quelques jours de la fin d'année. Le chef d'État a marqué son très haut accord pour la conférence des gouverneurs, deuxième conférence qui se tiendra à Yaoundé à partir de la semaine prochaine. Et au cours de cette conférence des gouverneurs, nous allons évaluer la situation politique et sécurité du pays dans son ensemble. Nous souhaitons donc que pendant cette période de fin d'année, nous devons être tous très éveillés. En tout cas, le chef de l'État, chef des armées, son Excellence Paul Biya, prescrit la vigilance de tous les instants. La vigilance de tous les instants. Et vous savez que les bandits de grands chemins sont très actifs parce qu'eux-mêmes ils cherchent l'argent pour aller fêter. À la seule différence que les autres travaillent pour fêter, mais ils veulent voler. Ils veulent piller. Ils veulent braquer pour aller voler. Donc nous devons être particulièrement vigilants pendant les périodes de fin d'année. Et nous devons tout mettre en place pour assurer la sécurité des personnes et leurs familles avant, pendant et après. N'est-ce pas, les fêtes de fin d'année. Il y a également une activité qui a attiré haute attention du chef d'État. C'est les activités de chefferie traditionnelle. Il y a déjà 1 an, le chef d'État avait donné une haute directive pour l'élaboration d'un fichier du commandement traditionnel.
dont les chefs traditionnels vivants, n'est-ce pas, en liaison avec les autorités administratives, doivent produire un fichier connu. Ça veut dire que le chef existant, ses notabilités, le collège électoral et comment s'organise la succession. Parce que nous avons constaté, à quelques exceptions près, qu'à chaque fois qu'un chef décède, il y a toujours un problème de succession. Il y a toujours un problème de succession. Parce que de leur vivant, bon, les chefs ne disent pas clairement, mais c'est de la responsabilité des autorités administratives. Donc dorénavant, pendant les périodes de passation de commandement, le document du commandement traditionnel fera partie des documents qu'on transmet aux autorités sortantes et entrantes. C'est important. Comme ça, dans chaque département, il sera clair que nous avons tel nombre de chefs de premier degré, tel nombre de chefs de deuxième degré, tel nombre de chefs de troisième degré, avec les notabilités. Parce que quand un chef décède, et il a clairement exprimé une ligne de conduite sur la succession, vous savez que la plupart des chefs traditionnels ont pas 15, 20, 30 femmes, avec parfois 75 enfants. Alors si nous n'avons pas un fichier reconnu de tout le monde, ben, dès que le chef décède, mais c'est chaque épouse qui va positionner son enfant en manipulant les notabilités. Et c'est ce qui se passe pour avoir ce document qui est au niveau de la région, au niveau du département et au niveau de l'arrondissement. Parce que dorénavant, ils font partie du collège électoral des élections. Donc nous devons avoir un fichier clair et net. Si dans les grandes chefferies, comme chez le roi de Bambou, le problème ne se pose pas. Mais ailleurs, ça se pose. La chefferie de Mancon, quand le chef Angoifo est décédé, il n'y a pas eu de problème parce qu'il y a des orientations. Dès lors que le sultan est passé, vous voyez qu'il n'y a pas eu de problème. Ça, c'est des institutions organisées. À Maroua, dernièrement, il y avait 5 candidats. Heureusement que tout le monde a fait preuve de fair play. Donc le chef qui a été élu, parce que dans certains endroits, il y a rotation par famille. Dans certains endroits, vous devez être de la lignée. Si vous n'êtes pas de la lignée, vous ne pouvez pas. Donc, en fonction des localités, cette dévolution de pouvoir change. Ce n'est pas forcément bon. Donc, mais il faudrait avoir clairement le fichier qui sera notre boussole, notre guide. Vous avez constaté ici, là, quelque part, un chef a désigné son fils de 9 ans parce qu'il estime que quand il était dans sa souffrance, c'est cette famille ou cette épouse qui l'a accompagné. Parce que le chef n'a que 9 ans. Les gens ont contesté. Mais il a fallu qu'on aille se référer à certaines autorités républicaines qui connaissent la tradition, qui disent que non, il a 9 ans, mais il a été désigné. Il est chef, il va travailler un collège jusqu'à ce qu'il va, il a eu l'âge de voilà. Donc vous voyez, alors si nous n'étions pas, parce que quand il a effectivement décidé que bon, je m'en vais, c'est mon fils de 9 ans, il a fait appel à certains membres des autres autorités pour dire que bon, voilà ma décision. Monsieur le préfet de la Maine, vous avez dû constater que malgré sa volonté, hein, et les gens sont venus à Yaoundé en délégation pour dire que ce n'est pas ça. Donc vous voyez, mais dorénavant, ce que nous demandons aux chefs traditionnels, c'est de nous aider à produire un document qui doit rester dans nos archives. Dans nos archives. Comme ça, quand on fait la passation de commandement, nous avons un document qui concerne l'arrondissement, le département et la région. Donc je crois que ça va nous éviter tous ces spectacles. Et d'ailleurs, je voudrais dire clairement, les chefs traditionnels sont les auxiliaires de l'administration. Ils ne sont pas les concurrents de l'administration. Donc les préfets, quand vous donnez des instructions, s'il y a des locations, vous les faites interpeller. Vous les faites interpeller. Sur le préfet de Bambouto, je voudrais également vous encourager pour votre fermeté.
quand j'ai vu ce spectacle horrible, vous faites votre travail, il ne peut pas y avoir de désordre chez vous. Il faut que les gens comprennent que nous sommes dans un état de droit. Et nous sommes guidés par les lois de la République. Et nous devons respecter les lois de la République. Le chef traditionnel, l'autorité administrative l'accompagne quand vous avez un document clairement défini. L'autorité administrative mène des consultations. Et à l'issue des consultations, n'est-ce pas, les notables décident de qui est chef. Et ensuite, les documents sont transmis pour validation. Il va toujours y avoir des contestations. Alors, je ne sais pas si c'est devenu un virus. Tout le monde va devenir chef traditionnel. Tout le monde. Même ceux qui ne sont pas de la lignée, même ceux qui ne sont pas de la notabilité, même ceux qui n'ont même rien à voir avec la chefferie. Non. Donc, nous devons regarder ce problème et interpeller, parce que dans la région de l'Ouest, il y a beaucoup de chefs qui ont mis un certain temps. Donc, ils peuvent nous aider. Et donc, monsieur le gouverneur, vous allez instruire donc vos préfets, les sous-préfets, chacun dans son unité de commandement, d'élaborer ce fichier. Ce qui nous permet d'éviter des contestations inutiles. Et ces gens-là, qu'on peut appeler les usurpateurs qui veulent à tout prix arracher le commandement traditionnel. L'attention du chef d'État a été aussi appelée sur les activités de conducteurs de mototaxi. Pratiquement tous les rapports que nous recevons des autorités judiciaires et les enquêtes menées par les forces de sécurité, police et gendarmerie sur de nombreux cas de braquage, de vol, viol, détournement de destination, y compris même les actes de grand banditisme et de terrorisme, nous trouvons l'implication des conducteurs de mototaxi dans ces activités qu'on peut qualifier de la grande criminalité en bande organisée. Les conducteurs de motos qui arrivent comme ça, avec 15, 20, 30 motos dans une localité, ils se mettent à tirer des coups de fil et tout le monde est dépouillé. Donc, s'agissant de ce dossier, la position du gouvernement est claire. L'identification fait partie des préalables des conducteurs. Pour exercer ce métier, chaque conducteur doit être identifié. Et les syndicats nous ont promis d'accompagner l'administration dans cette obligation. Il y a 9 pièces exigibles, mais nous leur demandons au moins 4, dont le permis de conduire, permis A, je crois. Ensuite, la carte d'identité nationale, l'identification à travers un numéro de châssis ou quelque chose comme ça. Et puis la localisation, parce que les mairies, ils sont censés travailler au sein des arrondissements. Dès lors que nous avons ces documents, ça nous permet de travailler. Ensuite, nous allons également s'attaquer aux vendeurs. Vous devez identifier dans vos unités de commandement respectives tous les vendeurs de mototaxi, sans exception. Parce qu'ils n'ont pas le droit de vendre une seule moto sans identifier l'acheteur. Donc maintenant, on va mettre également la pression chez les vendeurs. Et lorsque nous constatons dans des cas de gens qui vendent des motos sans identifier les acheteurs, on va tout simplement sceller les magasins. Ça devait être une obligation pour les vendeurs d'identifier les acheteurs. Ça nous donne déjà une idée de qui possède quoi. Vous ne pouvez pas arriver quelque part, vous achetez 50 motos et vous allez distribuer aux gens. Et le lendemain, ces motos sont utilisées pour braquer, pour kidnapper, pour violer et pour commettre des atrocités. Donc c'est dorénavant une obligation d'identifier les acheteurs. Et on ira même, il arrivera un moment où on ne pourra même pas vendre 2 motos à une personne.
Parce qu'il y en a qui arrivent, quelqu'un achète 100 motos. Vous ne savez pas pourquoi il achète 100 motos. Où est-ce qu'il va avec les 100 motos? Comment on va exploiter les 100 motos? Qui sont les conducteurs de ces motos? Et le lendemain, on apprend qu'avec ces mêmes motos, on agresse, on kidnappe, ainsi de suite. Donc, vraiment, la sécurité, le chef d'État insiste sur la sécurité de proximité. Parce que lorsque les arrondissements sont tenus, les départements sont moins vulnérables. Lorsque les départements sont tenus, les régions sont à l'aise et en paix. Donc nous devons commencer, c'est ça la notion du chef d'État, la sécurité de proximité. Et cette proximité commence au niveau des arrondissements. Quand vous avez 5 arrondissements, et les 5 arrondissements sont tenus, là le préfet est tranquille parce qu'il sait qu'au niveau de son département, les 5 arrondissements sont tenus. Donc il faut identifier tout le monde, ceux qui font les activités normalement, ceux qui font les activités douteuses, sont ceux qui participent avec le diable, ainsi de suite. Il y a un autre problème, la vente des stupéfiants. C'est une grande préoccupation. Le crime organisé, le grand banditisme, tout ça, ça marche avec la consommation de stupéfiants. Les agresseurs, les violeurs, les bandits de grands chemins sont également des grands dealers des stupéfiants. Chanvre indien, cocaïne, héroïne, tramadol, ainsi de suite. Lorsqu'on s'attaque à la grande criminalité, on doit s'attaquer à cette nébuleuse qui est la vente des stupéfiants. Presque toutes les régions du pays sont touchées. Maintenant, même dans nos écoles, nous trouvons dans nos écoles les gens qui vont vendre les drogues dans les écoles, dans les lycées. Donc le danger est perceptible. Je dis bien que le danger est là. Donc nous devons vraiment veiller à ce que ces gens qui agissent en bande organisée soient traqués et remis à la justice. Ça, ce sont les grandes orientations. Donc, nous allons faire des exposés brefs. Ensuite, nous allons clôturer la réunion. Le gouverneur va nous amener le rapport à partir de lundi, mardi, lors de la conférence. On va essayer d'examiner. Mais je tiens à déjà exprimer la satisfaction du chef d'État aux autorités administratives et aux forces de défense et de sécurité qui font un travail remarquable. Et le chef d'État insiste sur la synergie d'action entre les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité et les populations. Nous devons impliquer étroitement les populations dans toutes les stratégies qui visent à maintenir l'ordre et à lutter contre la grande criminalité. Les populations sont très utiles. Nous devons mettre les populations en confiance pour renforcer cette synergie d'action qui est indispensable.